Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil que l'on retrouve de plus en plus dans les cabinets de médecine générale, l'échographie. Certains le surnomment même le stéthoscope du XXIe siècle, tant son apport permet une meilleure prise en charge de nos patients. Pour approfondir ce sujet passionnant, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Sibois Honora, médecin généraliste et pionnière de l'échographie en médecine générale. Présidente de la nouvelle Société nationale d'échographie en médecine générale, mon invité a grandement contribué à la formation de nos confrères généralistes dans cette discipline. Elle est également l'auteure d'un livre de référence, Échographie en médecine générale, dont la nouvelle édition de janvier 2023 continue d'enrichir la pratique médicale de ses pairs. Dans cet épisode, notre consoeur, le docteur Isabelle Sibois-Honora, partagera son expérience sur l'intégration de cette technique dans sa pratique quotidienne, les formations nécessaires pour les médecins généralistes, et elle nous dira comment l'échographie peut améliorer la qualité des soins et la satisfaction des patients. Bonjour Isabelle. Bonjour, je suis flattée de cette présentation. Ah, Pas si pionnière que ça, tu sais, pas si pionnière. Il y en avait y en a bien avant. d'autres, mais Oui, tu en fais partie. c'est gentil. Mais Tu en fais il y avait partie. des médecins généralistes qui faisaient de l'écho bien avant moi quand même. Bien sûr, mais là tu as la troisième édition de ton livre qui est maintenant une référence, qui vient de sortir, donc ça fait quand même un moment que tu es dedans. Et Isabelle, je te remercie infiniment de m'avoir permis de passer quelques minutes avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par brièvement présenter ton parcours, s'il te plaît? Alors, mon parcours, donc moi je suis Isabelle Sibois-Honora, je suis médecin généraliste depuis 38 ans. Quelle angoisse! À Mirabeau dans le Vaucluse. Écoute, mon parcours, bah, voilà, je suis médecin généraliste. Après j'ai fait beaucoup de choses, à côté. J'ai fait beaucoup de formations en particulier. J'ai fait tous les stades dans les organismes de formation, hein. J'ai commencé par me former, puis après j'ai appris à former les autres. Et puis, au niveau d'échographie, en fait, je vais depuis longtemps dans les congrès de médecine générale. Alors, le congrès du collège, celui-là est incontournable, mais je vais aussi de temps en temps à la WONCA. Et la WONCA, c'est les congrès de médecine générale pour les Européens. Alors, il y a un WONCA mondial, mais c'est un peu loin, mais les congrès WONCA européens sont très intéressants. Et alors, je suis allée rechercher la date parce que, voilà, donc en 2010, à Malaga, il y avait des stands et parmi les stands, il y avait un stand de General Electric, pour pas les citer, qui montrait un petit échographe portable avec, c'était assez impressionnant, ça faisait un peu rêver les démonstrations. Et bon, ça coûtait quand même déjà un peu cher pour moi. Et puis à la WONCA suivante, c'était plus à Malaga, là c'était à Bâle. Là, il y avait un médecin généraliste qui faisait de l'échographie, qui nous a fait une démonstration de ce qu'on pouvait faire. Et là, je me suis dit: «Bon là, c'est fait pour moi». Et alors ce médecin nous a dit: «Bah, c'est très facile l'échographie, voilà, vous achetez un échographe, vous achetez un bouquin et allez-y». Voilà, donc j'ai commencé à faire ça a pas marché, très curieusement. C'est pas Et du coup, j'ai trouvé que c'était pas la meilleure méthode d'apprentissage, de démarrer tout seul. Donc j'ai cherché des formations et à l'époque, la seule formation, c'était à Nîmes. Et alors quand on parle de précurseurs, il faut rendre honneur au professeur Bourgeois qui, depuis des années, forme les médecins généralistes et les urgentistes. Et donc j'ai commencé à me former là-bas. Après, la méthode de formation de monsieur Bourgeois est ce qu'elle est. On peut pas dire qu'elle m'est vraiment convenue. Et donc, comme moi, à l'époque, j'étais secrétaire générale d'un organisme de formation continue, j'ai commencé à écrire des formations en DPC, en FAF, à l'échographie. Et puis, on a fait venir des experts qui étaient des médecins généralistes et qui faisaient aussi de l'échographie. Donc, tu vois, je suis pas la pionnière, hein. Et puis comme j'ai assisté à leur formation, j'ai continué à me former comme ça. Et puis la méthode de formation me convenait pas non plus. Donc je suis allée sur internet, j'ai fait des cours en ligne, j'ai passé beaucoup d'épreuves. Et puis j'ai pris beaucoup de notes. Et puis ces notes ont fini par être reliées et puis donner un livre sous l'amicale pression d'une très chère amie.
Très bien. Livre que j'ai moi depuis des années, je dois avoir la deuxième édition et je crois que c'est le professeur Bourgeois qui te l'a préfacé d'ailleurs, il me semble Ouais, 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 bah, et écoute, franchement, bon, ah, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais vraiment, c'est quand même un homme extraordinaire. mais je trouve que ton livre est hyper, intéressant et surtout on sent la ta passion dans ce livre parce que tu décris de façon parfois très pointue beaucoup de choses, dans beaucoup d'organes différents. Tu parlais déjà de l'échographie du poumon il y a plusieurs années, qui était quand même, assez, pour le coup, assez précurseur du truc, je trouve, en médecine générale, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui parlaient de l'échographie du poumon il y a déjà 4 ou 5 ans. En tout cas, moi, j'en avais pas connaissance et on sent toute la passion que tu mets dans cet ouvrage et donc à ce que je comprends, tu as commencé il y a plusieurs années donc par une formation auprès du professeur Bourgeois, qu'après tu as complété par des cours principalement en ligne et tu n'as pas fait de diplôme universitaire, de DU d'échographie, ce genre de choses? Non, moi, j'ai fait que des formations en DPC, en fait, j'ai fait beaucoup de Ouais. formations en DPC, en fait, hein. En DPC, en FAF, en les formations en ligne, en fait, il faut d'abord savoir manipuler une sonde et faut savoir où poser, pour pouvoir après se former en ligne, pour savoir, pour connaître un peu les pathologies et cetera. Mais, moi j'ai eu enfin, mon livre, c'est plus une passionnée de formation qu'une passionnée d'échographie, en fait. Parce Mmh. que, je trouvais vraiment que les formations que j'ai eues, elles étaient pas claires. Il y a quand même pas mal de formateurs qui te disent: «Ouais, c'est simple, tu vas voir» et puis qui rendent la chose complexe comme Mmh. s'ils avaient une espèce de complexe de supériorité et à te faire comprendre que toi, tu y arrives pas parce que tu es trop nul et moi, ça me gonfle ça. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'expliquer le plus clairement possible et je me souviens tout à fait de mes débuts et comme je suis en train de me former, je suis en train de passer là, pour le coup, un DU d'éco-cœur, Mmh. je repasse par, mes stades de début et cetera et je vois toutes les difficultés d'apprentissage, et je retrouve encore les comment dirais-je? J'arrive pas à trouver le mot, mais là où ça pêche dans les formateurs. C'est Mmh. Mais c'est vrai, tu as très bien relevé le truc, c'est une passion de la formation avant tout, ouais, tu simplifies bien les choses. Du coup, Isabelle, tu viens de le dire, tu es médecin généraliste depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux me dire comment tu intègres l'échographie dans ta pratique au quotidien? alors, au début, en fait, bah, j'étais équipée puisqu'il y avait le Belge qui nous avait dit: «Bah, achetez un échographe» et puis voilà. Donc j'étais équipée et j'ai, j'ai essayé de mettre en pratique les connaissances que j'avais acquises et puis j'ai trouvé une méthode qui me paraît, être, une bonne méthode d'apprentissage, et c'est la méthode que j'essaye d'enseigner quand je fais des formations, continues. C'est de commencer à bien échographier un organe avant de passer au suivant. Alors je fais de la musique, je fais du piano et si tu veux apprendre une partition en piano, il faut pas que tu aies 5 partitions et que tu commences à travailler, 3 mesures de l'une, 4 mesures de l'autre, 5 mesures de la suivante. Du coup, tu sauras rien jouer et puis tu seras insatisfait. Donc je pense qu'il faut, et moi j'ai commencé par faire des reins. Donc j'ai fait des reins, des reins, des reins, des reins jusqu'à ce que je sois vraiment à l'aise, je pose ma sonde et je tombe sur le rein. Une fois que j'ai fait ça, j'ai dit: «Bon allez, je passe à autre chose» et j'ai fait petit à petit et je trouve que c'est pas une mauvaise façon. D'autant qu'a priori, toutes les études montrent qu'une fois que tu as fait 20 fois un organe, tu sais bien le faire. Donc autant y aller et puis faire, voilà. Donc en faisant comme ça, en étant je suis assez structurée dans ma tête, hein. Mmh. En faisant, petit à petit, bah, du coup, en fait, on a l'impression de perdre du temps, mais en fait, on progresse beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Voilà. Donc, par petit pas, tu maîtrises un organe, tu maîtrises une indication avant de passer à la Alors c'est prochaine? pas tellement une indication, c'est plus, les comment poser ta sonde, tu OK. vois? Le but en fait, c'est de pas perdre du temps à te dire: «Mince, j'arrive pas, il respire pas, comment j'incline ma sonde?» et cetera, voilà. Bah, chacun étant différent, j'ai demandé à des patients donc, grosso modo, je faisais deux reins par, jour en fait. Le dernier patient de la matinée, le dernier patient de la journée, je leur disais: «Est-ce que vous acceptez? Je suis en train de progresser en échographie», et hop, je leur faisais un petit coup jusqu'à ce que maintenant, quand je pose ma sonde, je tombe sur le rein, quoi. Voilà, Mmh. c'est ça le truc. C'est comme ça, tu perds pas du temps à chercher l'organe et à chercher la coupe, à bien incliner ta sonde, à bien la faire translater et cetera. Tu sais faire ça. Après, viendront les pathologies, mais au moins que tu cherches plus tes organes, quoi. OK, Voilà. super et alors toi maintenant qui maîtrises, tout un tas d'organes, d'exploration d'organes, tout un tas d'indications, comment tu inclus l'échographie dans ta pratique? Est-ce que c'est un prolongement de ton examen clinique? Est-ce que tu fais une consultation dédiée à une échographie, donc tu reconvoques tes patients?
Comment ça marche chez toi? L'échographe est à côté, de ta table d'examen? Elle est dans une autre salle? Comment ça marche? Alors, mon échographe est branché, toujours allumé, à côté de ma table d'examen. L'échographie en médecine générale, c'est l'échographie clinique ciblée. Donc, tu sais, il y en a qui appellent ça POCUS, mais POCUS, c'est plus Point of Care Ultrasound, c'est plus pour les urgentistes. Nous, au collège de médecine générale, on a préféré appeler ça l'échographie clinique ciblée. Et si c'est clinique ciblée, ben, ça veut dire que c'est le prolongement de ta clinique. Et donc, en fait, je fais ma clinique, j'examine les gens et généralement, c'est au cours de l'interrogatoire où je me dis, je pense que quand je vais l'examiner, ça va s'orienter vers, tu vois, la douleur pelvienne à droite. Ça ressemble peut-être, s'il a une douleur à la pression, peut-être, enfin, je lui ferai probablement une échographie. C'est ce qui se passe, en fait. Et je reconvoque dans de rares cas. C'est-à-dire que je reconvoque quand c'est pas quand on n'est plus dans l'urgence entre guillemets, mais par exemple, si je palpe des nodules thyroïdiens ou qu'il y a un angiologue qui a trouvé des nodules, les nodules thyroïdiens, il me faut un peu plus de temps parce que comme je le fais bien, je fais un compte rendu, c'est un peu plus long. Du coup, je les reconvoque. Et pareil pour l'épaule parce que c'est comme en médecine, on a des compétences plus ou moins différentes. Moi, ma compétence, clairement, c'est pas l'ostéotendineux. Voilà. L'ostéotendineux, je fais bien l'épaule, mais il me faut du temps. Et le reste, je fais bien pour l'urgence, pour l'échographie clinique ciblée. Mais je suis pas médecin du sport, je suis pas échographiste. Et donc, je reste dans mon domaine de compétences. Voilà. Je pourrais l'élargir, mais j'ai pas la patientèle qui va avec. Donc, je suis plus orientée abdos, pelvien, voilà. OK, super. Mais Et alors quand tu fais, une échographie clinique ciblée, qui poursuit ton anamnèse et ton examen physique, est-ce que tu établis un compte rendu et est-ce que tu codes cet examen? alors ça dépend, ça dépend. Si c'est un coup d'écho, par exemple, une patiente qui vient parce qu'elle a senti une boule dans son sein et cetera et qu'elle veut savoir, je lui mets un coup d'écho sur le sein, je trouve un kyste. Je vais pas lui coter cet écho-là, d'abord c'est pas une écho du sein, ce serait une écho cutanée. Je vais passer plus de temps à faire le compte rendu et cetera. Donc alors par contre, je fais pas d'écho fantôme. Ça aussi, je l'enseigne quand je fais de l'enseignement, je ne fais pas C'est d'écho quoi une fantôme. écho fantôme? Une écho fantôme, c'est une écho où tu rien dans ton dossier médical qui montre que tu as fait une écho. D'accord, Donc je garde l'image et je mets dans mon compte rendu d'examen que j'ai fait une échographie et que ça montre la présence d'un kyste. d'accord, Je mets pas rien. Donc d'accord. voilà. Donc tu Mais gardes ces toujours une échos-là, trace, oui, il y a une trace. même Voilà. si tu codes pas l'examen? Oui. OK. Après, quand je fais, une écho dans les règles de l'art, c'est comme un radiologue. Après, j'ai pas la prétention de faire, toutes les échos comme un radiologue, mais il y a certaines échos que je sais bien faire et ben, celles-là, je les cote, voilà. J'ai des comptes rendus, préétablis, je pense que comme les radiologues et je leur donne leurs images, je les mets dans le dossier, je fais un compte rendu, voilà, celles-là, je les cote. Très bien. Et alors, est-ce que tu peux coter un examen clinique et une écho dans le même temps? Non. Tu es obligé Le du coup l'é de L'échographie, c'est de la CCAM et ah, la consultation, c'est de la NGAP et à part les 3 exceptions du frottis, de l'électrocardiogramme et de la biopsie cutanée, on peut pas cumuler NGAP et CCAM. Donc en fait, c'est ou tu fais ta consultation en G avec, actuellement 26,50 à l'heure où on est en train d'enregistrer ce podcast, ou tu fais, ton échographie, mais tu peux pas faire les 2. C'est pas possible. OK. Donc éventuellement, si tu as besoin de faire une écho complète ciblée, il peut t'arriver de reconvoquer ton patient pour un autre rendez-vous pour lui coter, une échographie et faire un examen Non, complet? non, Non? non, en fait, non. Tu fais pas ça? Où je suis dans le quand je fais une échographie, je te dis à part la thyroïde et l'épaule, ça m'arrive jamais parce que maintenant que je l'ai fait, puisque j'ai pas trop de difficultés à trouver mes organes, à faire les coupes et cetera, ça me prend pas tellement de temps. On continue à discuter avec les patients sur ces symptômes pendant que je lui fais l'échographie. Donc si tu veux, le temps n'est pas ça me prend quoi 5-6 minutes de plus dans ma consultation. Donc il y a pas de raison que je le reconvoque, on y est, il a mal au ventre, il faut savoir ce qu'il a. Je tombe sur, des calculs biliaires, je vais pas lui dire: «Bon, revenez demain, je vous ferai l'échographie, de votre vésicule», tu vois? Très Donc bien. non, non, je ne reconvoque pas. OK. Est-ce que ça t'arrive de pas être sûr de toi et de demander à un confrère échographiste, radiologue,
renouveler une échographie pour confirmer, Alors, infirmer tes hypothèses? ça, c'est rare parce que alors que je sois pas sûre de moi, ça, c'est fréquent. Mais que je Comme nous redemande tous. une échographie, ça, c'est rare parce que ce que j'essaye aussi d'expliquer à ceux qui démarrent l'échographie, c'est que, de savoir que quelque chose n'est pas normal, c'est déjà un apport. Et donc, il vaut mieux aller faire un scanner ou une IRM si on est sûr d'avoir vu une image, si on ne sait pas ce que c'est que cette image, plutôt que de redemander une échographie qui va rien apporter de plus que l'échographie fait pas de, je vais trouver le terme, Je d'histologie. t'en prie. Donc en fait, Mais le comme scanner et l'échographie l'IRM non plus? non, mais en faisant des scanners injectés et cetera, eux, ils ont quand même plus de enfin, si tu veux, quand tu trouves une image hépatique et que tu te dis quand même: «Ça ressemble bien à un angiome, mais j'en suis pas sûre», avec le scanner, tu en seras sûr. Mmh. Du coup, il vaut mieux demander, un complément d'information. Alors pareil, il y a des façons de parler aux gens, hein, je dis pas aux gens: «Écoutez, je sais pas du tout ce que vous avez, oh là là, on va demander à un spécialiste, hein». Non, non, je lui dis: «Écoutez, j'ai un petit doute, l'échographie fait pas d'histologie, mais vous avez une image qui me paraît pas tout à fait normale, on va demander un complément d'information». Et généralement, le complément d'information, c'est pas une autre échographie, c'est un autre examen. Mmh. Très bien, c'est clair. Donc toi, tu pratiques des échos abdominales, donc tu fais tous les reins, le foie, le pancréas quand c'est possible à l'écho, la vessie. Tu fais du pelvis, Oui, tu fais de la thyroïde, oui. un petit peu d'ostéo-articulaire, tu nous en as parlé. Est-ce Mmh. que tu fais d'autres examens? Tu te sens à l'aise dans quels autres, Ben, je me s de alors la thyroïde, l'abdos, l'abdos, le tube digestif, le poumon, Mmh. qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut Faut que je lui vraiment mette au faire poumon, moi, je suis pas fort en poumon. ouais, bah, c'est pas très, très compliqué quand même, hein. Et puis C'est là, je ce que suis en je train croyais. de faire le cœur, alors ça, c'est encore autre chose. Je fais un DU d'écho cardiaque, alors c'est un DU qui s'est fait en ligne, à Rouen, avec le professeur Bauer et je le fais parce que, bah, en fait, on n'a plus qu'un seul cardiologue dans le coin et pour faire des FEVG, c'est quand même pas inintéressant. Mais alors l'écho cardiaque, ouh, c'est c'est chaud et puis ben, il nous a demandé d'arriver à faire 50 échos cardiaques, corrects avant de alors j'ai réussi l'écrit, ce qui à mon âge, était quand même une performance. Mais maintenant il faut que je finisse mon stage et que je fasse, mes 50 échographies cardiaques, mais c'est chaud quand même là, hein. Voilà. Super, c'est bien, Mmh. tu continues à apprendre plein, plein de choses. Est-ce que tu fais du pelvis masculin, féminin? Ouais, oui, oui, je fais des testicules aussi, je fais, OK, des échos de la hanche du nourrisson aussi, ouais. voilà, je fais Et donc de la gynéco, tu fais des échos pelviennes endocavitaires aussi, des échos de prostate endocavitaire? non. Non, Non. Alors l'écho de d'accord, prostate endocavitaire, en fait, elle a que 2 indications qui sont, la PMA et l'abcès. Donc il y a très, très peu d'indications, donc non, ça je fais pas. Non, non. OK. Pour savoir si une prostate est grosse, il suffit de faire une écho suspubienne et si tu suspectes un cancer, il faut faire un IRM de toute façon, donc non, non, je fais pas ça et même chez les femmes, hein, j'essaye de je regarde alors s'il y a des gynécos qui m'écoutent, surtout ne prenez pas ça pour vous, mais je suis un peu choquée par les recommandations du conseil national des obstétriciens français là, Ouais, qui dit dans CNOF. toutes ses recommandations qu'il faut faire une échographie endocavitaire. Moi, je commence déjà par faire une échographie pelvienne. Si elle me donne les résultats que j'ai envie, je passe pas par l'écho endocavitaire. Voilà, alors je pense que c'est aussi plus simple pour les gynécos qui en font beaucoup, de pas être obligé de demander à la femme de venir la vessie pleine et puis si tu arrives pas, il faut qu'elle aille vider sa vessie, qu'elle revienne, que tu fasses endocavitaire. Bon, je peux comprendre, mais quand même, si on peut éviter de faire des endocavitaires, eh ben, c'est bien parce qu'on a quand même beaucoup de renseignements en suspubien. Il y a une étude italienne qui a montré même dans les datations de grossesse, ils essayent de passer, par voie, avec la sonde linéaire, pour OK. faire la datation, pour éviter de passer en endocavitaire. Elle est assez intéressante cette étude et ils arrivent encore à supprimer des endocavitaires avec ça donc je pense que si on peut éviter, c'est pas mal quand même. Génial. Tu fais des datations de grossesse aussi? Oui. Alors, OK. moi, je fais pas l'échographie obstétricale. Je Mmh. fais de l'échographie pelvienne et je fais de l'échographie jusqu'à la 11e semaine d'aménorrhée. Après, je C'est ça, m'arrête parce c'est qu'à ça. partir de là, c'est de l'écho obstétricale.
D'abord, il faut un DU spécial. Donc, j'ai appris très récemment que d'ailleurs, il fallait le DU d'écho complète plus le DU spécial pour faire de l'écho obstétrical. Et puis, la RCP n'est pas la même, l'assurance n'est pas la même. Donc, Exactement. ouais. On va en parler justement. Le trigger, il a 11-12 semaines, exactement pour la gynéco. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux bénéfices d'intégrer l'échographie dans la pratique quotidienne d'un médecin généraliste au cabinet? Heu, je dirais que le premier bénéfice, c'est peut-être la relation avec le patient. Je pense que, enfin, les plus jeunes comprendront pas, mais il y avait, un magazine qui s'appelle Paris Match, et dont la publicité, c'était le poids des mots, le choc des photos. Et je pense que de montrer aux gens: «Bah, vous voyez ce que je vois, votre sein, c'est rassurant, mais regardez», tu leur montres leur kyste, peut-être qu'ils savent pas que c'est un kyste, mais en fait, en voyant l'image, tu leur décris, bah, ils te croient. Je trouve que ça renforce le lien, médecin-patient. Et puis, alors pour les patients, il y a un gain extraordinaire, c'est que, bah, ça raccourcit, beaucoup le parcours de santé quand même, hein. Le parcours de Mmh. soins est bien, limité. Pour moi, personnellement, en tant que médecin généraliste, à l'heure où je vois des médecins qui se plaignent de plus faire de vaccination, de plus faire de travail de cystite, enfin voilà, moi je m'en tape un peu des vaccins. Enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas une valeur ajoutée à ma profession. Alors que l'échographie est très satisfaisante, et je préfère, bah, laisser les IPA, les inter les internes, les infirmières, faire des gestes, et moi augmenter ma compétence dans d'autres gestes. Je trouve que c'est bien plus valorisant, et que chacun a sa place, et qu'il faut pas que les radiologues rouspètent, parce qu'on fait de l'écho, comme il faut pas que nous on rouspète parce qu'il y a des infirmiers qui font, certains gestes dont on pourrait tout à fait, enfin, moi je vois pas de valeur ajoutée à faire de l'échographie. Donc, ce que ça rapporte, l'échographie, ben, une espèce de satisfaction personnelle, d'aller au bout du diagnostic, du travail mieux fait, de la compréhension, voilà. Je Mmh, crois que mmh mh. Je suis tout c'est à fait déjà pas d'accord. mal. Quand j'ai commencé à apprendre l'échographie, en fait, je me suis replongé dans toute l'anatomie qu'on apprend en début de la fac de médecine, qu'on a tendance quand même à oublier allègrement, les, années d'externat, d'internat et cetera, et en se replongeant dans l'anatomie, on se replonge aussi dans la physiologie, dans la naphate et cetera, et donc en fait, ça m'a permis d'acquérir un nouveau, niveau de connaissance qui était super agréable, je trouve. Ça m'a fait vachement progresser, en fait, de me Mmh. replonger dans tout ça et de faire de Et l'écho. l'écho-anatomie, c'est encore autre chose, parce que d'abord, Mmh c'est mh. de la 3D, c'est pas de la 2D, et puis, on se rend compte de la taille des organes, quoi. Un C'est rein, c'est 10 clair. centimètres, 10 centimètres, c'est ça, quoi. Mmh. C'est pas grand-chose, 10 centimètres. Un pancréas, ça peut mesurer, en taille, parfois 4 millimètres d'épaisseur. C'est rien du tout, et en fait, on se rend compte que, finalement, on est beaucoup de gras, et d'eau, et pas beaucoup d'organes, quoi. Et non, non, mais c'est non, c'est chouette, et puis même les gens, ils enfin, de leur montrer ce qu'on voit, et cetera, c'est intéressant quand même. Quand tu tombes sur une appendicite, mais quelle satisfaction de dire: «Moi, je suis certaine du diagnostic et je vous envoie tout de suite aux urgences», et enfin, la première appendicite que j'ai diagnostiquée, et c'est il y a fort, fort longtemps, hein, mais le c'est le le chirurgien m'a téléphoné pour me féliciter d'avoir Waouh! fait gagner du temps aux patients. Bon, c'était le seul, hein, mais c'est quelque chose On quand s'en même, tu vois? souvient. Que le chirurgien qui t'appelle pour te dire: «Bon, ben, j'ai votre petit patient là, on va l'opérer, je vous remercie beaucoup, vous lui avez fait gagner un temps précieux». Bon, bah, super. Ça, c'est clair. On prend, on prend, on prend. C'est Ah c'est ouais, pas ouais. si fréquent. Et Isabelle, est-ce que tu peux me dire quelles sont les formations disponibles pour les médecins généralistes qui souhaitent se former en échographie? Alors, ça dépend ce qu'ils veulent faire. Mmh mh. S'ils veulent devenir échographiste et à quitter la médecine générale pour devenir échographiste, il faut qu'ils passent le DU. Je crois qu'il y en a qu'un qui est sur Paris, qui est, le diplôme interuniversitaire, je crois d'ailleurs, qui donne, le diplôme qui est reconnu par l'ordre et qui leur permettra d'être échographiste. Sinon, alors avec le collège, on travaille beaucoup avec la SFR, la Société française de radiologie, et ils sont d'accord avec nous pour dire que ce diplôme devrait être réservé aux médecins qui veulent faire ça.
Parce Mmh. que si tu veux faire que de l'échographie clinique ciblée, tu peux tout à fait te former ou avec les petits DU qui sont dans diverses facultés, mais qui sont pas forcément la meilleure façon de faire. Pour moi, la meilleure façon de faire, ça reste le DPC et le FAF, en sachant que malheureusement, nos horaires de DPC, enfin, moi j'ai connu l'époque où on pouvait faire 10 jours de DPC par an, puis ensuite 8 jours, 6 jours, maintenant c'est 3 jours. Bon, c'est pas beaucoup, mais on peut le faire en FAF. C'est quoi Ce le que j'ai FAF? Le FAF, c'est le Fonds d'action de formation. OK. Tous les médecins cotisent pour le FAF, alors que tu fais des formations où tu n'es pas indemnisé pour les faire, mais au moins tu payes pas, ton hôtel, l'expert et cetera, c'est gratuit. OK. Heu, Donc donc c'est il y a pour faire du DPC. Le FAF, c'est le financier, le DPC, c'est la formation, quoi? Alors il y a l'ANDPC et le FAF qui financent tous les OK. 2 le DPC. OK. D'accord. L'ANDPC, c'est l'Agence nationale du DPC, ce sont les formations que tu peux faire en DPC, ce sont des formations où tu es indemnisé pour les faire. Le FAF est financé par le Fonds d'action de formation. Ce sont des formations de développement professionnel continu, mais où tu n'es pas indemnisé pour la faire, mais où tu peux faire des formations, voilà. Et comme ça, tu peux te former, voilà. Après, il faut choisir un organisme de formation, si possible, qui soit pas en lien avec un fournisseur d'appareils, parce que au moins tu gardes. Enfin, il faut essayer d'être indépendant des liens d'intérêt. Tous les organismes alors, on a été les pionniers, nous, avec l'organisme duquel j'étais secrétaire générale, mais maintenant tout le monde s'y est mis à faire des formations en échographie. Donc tous les organismes qui font partie du collège, on peut y aller. Après, voilà, il y a des formateurs qui sont plus ou moins à l'aise avec la formation, mais bon, il faut pas se décourager si on tombe pas sur le formateur qui convient. Après, c'est aussi une question de, voilà, il n'y a pas un bon formateur, un mauvais formateur. Il y a des formateurs qui expliquent d'une certaine manière, d'autres formateurs qui expliquent d'autres manières. Il faut piocher là-dedans, quoi. OK, donc pour résumer, soit on a envie de devenir échographiste, professionnel. Dans ce cas-là, on fait le DU d'échographie technique ultrasonore à Paris, Montpellier, à différentes facs qui le proposent. Soit on veut apprendre l'échographie dans le but de faire de l'échographie clinique ciblée, en tant que médecin généraliste, et dans ce cas-là, on cherche un organisme de formation pour se former comme ça et puis comme toi, apprendre avec des dizaines, des centaines d'examens, se faire l'œil pour, progresser comme cela, c'est ça? Mmh. C'est ça. Dis-moi, quand on a un diplôme d'un organisme de formation, par exemple, On n'a pas de heu diplôme avec les organismes de formation, hein. d'accord, Tu des attestations de formation qu'il faut conserver, d'accord, mais tu as pas de diplôme. OK, et on peut, tout de même coter une échographie à part entière? Bien sûr, oui, oui, tu as pas de diplôme pour faire des ECG, tu as pas de diplôme pour faire des EFR. C'est Voilà, ça. après, il y a un code de déontologie qui dit OK. que, chaque médecin doit être responsable de ses actes et ne pas faire, des choses qu'il est pas capable de faire, et en même temps, dans le même code de déontologie, on nous dit qu'il faut mettre en œuvre tout ce qu'on peut faire pour bien soigner le patient. Donc je pense que, voilà, il faut pas jouer à l'apprenti sorcier, il faut se former. C'est vrai que l'échographie, c'est exigeant. On peut pas, faire 2 jours et puis dire: «Bon, ben ça va, je sais faire». Mais en 2 jours, on peut déjà savoir faire quelques petits gestes et puis savoir différencier ce qui est normal de pas normal sur ces petits gestes. C'est déjà beaucoup, hein, en 2 jours. Mmh. Mais après, bien sûr, il faut continuer la formation, moi je continue, hein, la preuve, c'est je fais mon DU d'écoqueur, mais il m'arrive de tomber sur des images que je comprends pas, j'apprends du compte rendu d'IRM ou de scanner, à reconnaître après ces images-là, hein. Tout à fait, et puis c'est comme ça qu'on progresse, en fait, hein, dans Exactement. n'importe quel métier. Mais tu sais, les radiologues, ils apprennent comme ça aussi, Bah, heu, évidemment. enfin les échographies faites par des radiologues, moi je connais des radiologues qui sont pas très bons en échographie, hein. Exactement, et j'irai même au-delà, il y a beaucoup d'échographistes, médecins généralistes de formation initiale, qui sont bien plus performants dans certains examens que d'autres radiologues qui, eux, n'ont même pas eu de formation dédiée à l'échographie. Mmh. Je suis d'accord. Mais c'est comme partout, il faut se former, il faut se sentir à l'aise et il faut connaître ses limites. Il faut savoir ce dont on est capable, et surtout, il Exactement. faut savoir où est-ce qu'on s'arrête, parce que c'est une marque de grande compétence et de grand professionnalisme de dire: «Je ne sais pas», Mmh. et de passer la main quand on ne sait pas. Je suis absolument Hem, d'accord. du coup, comment il faut faire pour coter un examen? Il faut fournir des images, il me semble, il faut fournir un compte rendu obligatoirement, il faut être assuré pour ça. Alors,
L'assurance, si tu fais de l'échographie clinique ciblée, il faut de toute façon, à partir du moment où tu fais quelque chose dans ton cabinet, il faut prévenir ta RCP. Donc quand Mmh. tu accueilles des internes, tu préviens ta RCP. Quand tu fais moi j'ai dit que je faisais de la spirométrie, j'ai dit que je faisais de l'échographie et j'aurais bien précisé que je ne faisais pas d'échographie obstétricale, que je faisais de l'échographie clinique ciblée. Moi, ma RCP ne me prend pas de surcoût. Voilà, c'est la même, voilà. C'était quoi ta question initiale du coup? Les objectifs, légaux Pour pour faire un compte émettre, rendu. pour le côté et Voilà. faire un compte rendu d'échographie, Donc, comme il se alors, doit. pour coter et faire pour coter, il faut faire une échographie dans les règles de l'art. C'est-à-dire que si tu fais, par exemple, une échographie, rénale et vésicale, il faut que tu aies fait tes 2 reins en longitudinal, en transverse, mis du Doppler, bien regarder l'intégralité de ton rein, et regarder ta vessie en longitudinal, en transverse. Tu as fait tes mesures, tu mesures tout, tu mets du Doppler. Enfin, il faut faire, tout bien. Et une fois que tu as tout bien fait, tu gardes tes images, les images qui prouvent que tu as fait ce que tu dois faire, Mmh. qui sont pas forcément les meilleures images que tu aies vues, parce que l'échographie, c'est pas des images. L'échographie, c'est du film, en fait. Nous, ce qu'on voit à l'échographie, c'est pas forcément les images qu'on garde, en fait. L'image qu'on garde, c'est celle où on a pu mesurer. Par exemple, pour un rein, je dis ça, mais pour un rein, souvent, l'image que j'ai, c'est avec une grosse côte au milieu, un cône d'ombre, on voit rien du tout du milieu du rein, mais il y a ma mesure du rein. Et moi, j'assure que derrière, j'ai fait respirer le patient pour voir l'intégralité de mon rein, que ce gros cône d'ombre, moi, je l'ai vu disparaître. Mais rien ne peut le prouver, mais par contre, on peut prouver que j'ai fait la mesure de moi. Et une fois que tu as fait ça, il faut faire un compte-rendu avec les 3 étapes du compte-rendu, c'est-à-dire les indications, surtout les indications. On ne fait pas des échographies pour le fun, hein. On fait des échographies parce que, au lieu de l'avoir envoyée à l'échographiste, c'est nous qui la faisons, mais on ne fait pas d'échographie comme ça pour faire marcher l'échographe. Et puis ensuite, la description de tout ce qui a été fait et puis une conclusion qui doit normalement répondre à la question posée, dans l'indication de l'échographie. Est-ce qu'il y a, par exemple, une dilatation pélvico-calcielle? Ben oui, non, il n'y avait pas de dilatation et voilà. C'est ça, Et donc d'un point les pardon? excuse-moi, du coup, je finis. Donc le compte rendu doit être donné au patient. Les images, elles, doivent, alors moi je les donne aux patients, mais pas forcément. En fait, les images doivent être conservées, mais pas forcément données aux patients. Mais tu dois les avoir. OK. Donc d'un point de vue légal, pour coter son examen, il faut, le réaliser dans les règles de l'art, C'est ça. entièrement. Il faut prendre des images qu'on doit conserver, éventuellement remettre une copie au patient. Il faut fournir un compte rendu en précisant bien les indications, les résultats et la conclusion. C'est ça. Et bien s'assurer auprès de son assureur qu'on est, assuré pour ce genre d'acte. Oui, mais encore que oui, de toute façon, il faut le faire, mais l'échographie peut rien t'enlever, en fait. Elle ne peut qu'ajouter à ta clinique, c'est-à-dire que ça ne fait qu'ajouter à ta compétence clinique. Si tu fais un électrocardiogramme sur un patient qui a une douleur précordiale typique et que tu trouves pas de décalage, de ST ou de quoi que ce soit, tu vas pas dire: «Bon, l'électro montre rien, donc il a pas d'infarctus». L'électro était censé t'aider dans ta clinique. S'il t'aide pas, la clinique prime. En échographie, c'est exactement la même chose. Si ça t'aide pas, la clinique prime. Pour les thromboses veineuses profondes, par exemple, si vraiment tu es quasiment sûr qu'il y a une thrombose veineuse profonde et que tu l'as pas retrouvée à l'échographie, eh ben tant pis, tu anticoagules ton patient et puis tu passeras la main. Mais là, enfin, il y a pas de raison, il y a pas à se faire peur avec l'échographie si on continue à faire bien de la clinique. Exactement, c'est même plus important de bon clinicien que bon échographiste à mon sens dans notre, activité. Oui. Mmh. Tu fais du vasculaire? Tu fais du veineux, du Doppler, de l'artérien? Alors je fais la TVP qui n'est pas Ouais. cotable parce que ça n'existe pas comme, voilà, je fais les 4 points modifiés, tu sais, voilà, donc Ouais, ça, de c'est la pas roche là, cotable. ouais. Et puis je fais un peu de carotide, mais ça non plus, ça n'est pas cotable parce que je le fais pas dans les règles de l'art. Je le fais pour mes patients, qui veulent pas aller voir leur gyologue. Et Dieu sait s'il y en a et en fait, ça me donne un un argument. C'est-à-dire que bon, s'il y a pas de plaque, il y a pas de plaque. S'il commence à y avoir des plaques, je leur montre et puis je leur dis: «Vous voyez, vous devriez arrêter de fumer», voilà. Et puis si je commence à avoir des plaques un peu, cheloues, je leur dis: «Bon, ben là, vous voyez, il y a pas à chi je peux pas dire des gros mots quand même. Il y a pas il y a pas à tortiller, il faut aller voir l'angiologue. Regardez, vous voyez ça, c'est dangereux, Ah j'ai ouais, tu vraiment t'en besoin d'un sers comme, complément d'in». tu Oui, t'en sers comme un argument ouais. d'autorité, quoi. «Regardez là les images, c'est,
Bah, C'est oui, en parlant, même vous avez des temps, tu plaques vois, dans la enfin, carotide, il faut s'ils se veulent pas, bouger. ça me donne un argument, tu vois? Ça Carrément, ouais, c'est très mmh. intelligent. Ah mais je suis pas Super, bête très comme bien. fille, tu sais? Ah, mais j'ai vu ça, je n'en doutais pas, mais je le constate de minute en minute. Hem, du coup, Isabelle, on a dû reporter notre entretien aujourd'hui parce qu'il y avait la fameuse discussion entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, qui a abouti à la convention qui a été signée le 4 juin. On s'est fait des petites frayeurs parce que toi et moi, on a cru qu'il allait avoir du nouveau et notamment que la CNAM voulait éventuellement, mettre des bâtons dans les roues aux médecins généralistes échographistes. Où est-ce qu'on en est? Alors, dans le brouillon de la convention, la CNAM avait, écrit, que les médecins il n'y avait pas écrit généraliste, hein, que les médecins ne pouvaient pas réaliser d'actes d'échographie ni les côtés s'ils n'avaient pas le diplôme reconnu par l'ordre. Ce qui et nous, on devait enregistrer avant la signature de la convention et je me suis dit: «C'est si c'est ça, on peut pas enregistrer, quoi». Mmh mh mh. Donc on a, avec la société savante, Sneco dont on parlera peut-être tout à l'heure, on C'est a promis. alerté les syndicats qui ont pas eu besoin en fait de nous pour être alertés. Ils l'avaient bien vu et puis, voilà, ils ont fait retirer ça de la convention parce que, c'était un coup d'arrêt pour les médecins généralistes, mais c'était un coup d'arrêt aussi pour les endocrinos, pour les gastros, pour tous ces gens-là qui font de l'échographie, alors qu'ils appellent peut-être pas clinique ciblée, mais qui est quand même de l'échographie clinique ciblée et ils ont pas ce diplôme-là. Ils en ont peut-être d'autres, mais ils ont pas celui-là. Donc voilà, ça a été retiré et du coup, on peut continuer à faire de l'échographie. Voilà, ça va évoluer dans le temps. C'est en train de rentrer dans la formation initiale et en rentrant dans la formation initiale, forcément, on va ouvrir la brèche par là. Fantastique, parce que tu me le disais, quand on discutait tous les 2 tout à l'heure, il y a des projets de formation à l'échographie dans les maquettes de l'internat des médecins généralistes. Oui, alors il y a pas mal de facs qui s'y sont mises déjà depuis quelques années. Moi, de temps en temps, je vais un peu donner des cours à la fac de Saint-Étienne. J'ai un copain qui a créé ça aussi à Rouen. Il y a plusieurs facs qui s'y sont mises, en facultatif pour l'instant. Et puis, il y a la fac de Toulouse qui est en train de franchir un énorme pas parce que la fac de Toulouse a décidé de rendre obligatoire le cursus d'échographie en médecine générale. Et je pense que ça va à mon avis, ça va faire tache d'huile et ça va être, je pense que c'est une révolution. Enfin, bravo Toulouse, hein, vraiment, C'est génial. ouais, ouais, C'est vraiment. c'est génial parce qu'on voit que tout le monde monte en compétences, les IPA, le personnel paramédical et cetera et c'est vrai que nous, parfois, on peut se sentir un peu dépourvu de ça et c'est une manière d'apprendre l'échographie, de monter en compétences et d'avoir une vraie valeur ajoutée, comme tu disais tout à l'heure. Mmh. Isabelle, ça coûte combien un échographe? Bah, il y a des ultraportables qui coûtent, maintenant moins de 3 000 €, je crois vraiment, et puis, OK. bah, tu as des beaux échographes, alors ça va un bon échographe portable, ça va de allez, on va 15-20 000 à 60 000 €, voire plus, hein. OK. Moi, j'ai un bel échographe. Si je partais pas à la retraite bientôt, je pense que je me serais payé un très bel échographe. Mais malheureusement, voilà, le glas est trop est trop proche pour que je puisse, m'équiper, comme je voudrais. Mais voilà, j'ai OK. déjà un bel appareil. Donc, si on peut avoir une médiane, une moyenne, on peut dire que, à, entre 10 000 – 20 000 €, on a une belle machine pour Ah pratiquer convenablement? oui, je pense qu'à 20 000 € tu peux avoir une bonne machine. Alors après, heu, il y a le coût des sondes derrière, hein. Mais à Mmh, 20 000 exact. € tu peux déjà, tu as une bonne machine, voilà. À 3 000 €, tu te fais pas plaisir, quoi. Tu fais de l'écho, mais les images, elles sont pas extraordinaires, même si ça fait des progrès, ces petits appareils, hein. Mais après, je conçois aussi qu'un jeune médecin qui s'installe, bah, ça a un coût, c'est pas mais voilà, moi j'ai commencé avec un ultra portable, hein. J'ai commencé comme ça, je l'ai très vite, revendu, mais mais j'ai commencé comme ça parce que, voilà, au début, tu ne sais pas si c'est fait pour toi ou pas, OK et est-ce que, il est possible, par exemple, de rentabiliser l'achat de cette machine en pratiquant des échographies? Parce qu'évidemment, c'est ce que tout le monde se pose comme question. mais Est-ce que j'investis pourquoi est-ce que tout le monde se pose cette question-là? Est-ce qu'on se pose la question de savoir si on rentabilise notre voiture en faisant des visites? La réponse est non. Il faut pas le voir comme ça. En fait, on rentabilise notre pratique. mmh mh. Le enfin
la satisfaction personnelle d'avoir poursuivi le diagnostic quasiment jusqu'à son terme, d'avoir vraiment, enfin, l'enrichissement psychologique, etc. Ça vaut. Alors après, moi maintenant, je pense que je le rentabilise parce que j'en fais, que j'en cote pas mal, et que voilà. Mais c'est pas la question première qu'il faut se poser. Alors je comprends que on est une entreprise, mais moi je suis pas trop une femme d'affaires, hein. Je pense qu'on a le droit de se faire plaisir et de faire plaisir aux patients et de se faire plaisir aussi à soi parce que franchement, c'est un vrai plaisir, même s'il faut le mériter, hein. Mais c'est un vrai plaisir, heu, que d'aller pour mon anniversaire, l'année dernière, mon mari m'a payé un piano à queue électrique. Je le rentabiliserai jamais. Je vais pas faire des concerts, payants, et cetera. Mais purée, quel plaisir j'ai à jouer là-dessus. Et ben, c'est pareil. Je comprends tout à fait. Surtout qu'il y a quelque chose d'absolument capital, c'est qu'on peut être bon que dans ce qu'on aime et ce dont on est passionné. Donc, vouloir se mettre à l'éco pour des raisons financières est une très mauvaise idée parce qu'on va Ah être, ça, mais alors ceux qui se mettent à l'éco pour une raison financière, j'en ai croisé dans des formations, hein. J'ai eu des médecins qui pensaient parce que faut pas se leurrer, hein, une échographie, thyroïdienne, c'est 34 € et des brouettes. Enfin, je veux dire, voilà, mmh, à l'heure où la consultation va passer bientôt à 30 €, s'ils ne revalorisent pas les actes CCAM d'échographie, alors très vite, c'est même pas la peine de parler de rentabilité, hein. Heu, voilà, les actes d'échographie, enfin, il y a que l'échographie abdominaux-pelvienne, où là, il y en a pour 75 €, mais sinon, elles sont pas chères, les actes d'échographie. Un acte d'échographie moyen, je pense que c'est, dans les 40 €, hein. mmh, tout à Donc fait. voilà, donc j'ai croisé des médecins qui pensaient, rentabiliser mieux leur exercice, et cetera. Bon, bah, ceux-là, ils sont partis de la première formation, ils ont dit: «Bon, bah, c'est pas pour nous, quoi. Si tu y vas pour ça, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour ça qu'il faut y aller». Tout à fait. On va venir, Isabelle, à la fameuse Société nationale d'échographie en médecine générale. Est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse SNECO? SNECO? SNECO, la SNECO-MG. Dis-nous tout. Il y a 2 ans, on s'est retrouvé un groupe de médecins, à une communication orale sur l'échographie, enfin un groupe de communication orale sur l'échographie. Et puis, bah, c'était passionnant, c'était très intéressant ce qui est sorti de là, et cetera. Et puis on est sortis de la salle et puis on a continué à discuter entre nous et il y en a un d'entre nous, qui a dit: «Et si on créait une société savante?» Alors ça venait aussi du fait que la HAS, Heu, alors que je vais très rapidement remettre les choses dans leur contexte. Je fais partie d'un groupe au collège de la médecine générale, groupe d'échographie et donc une des missions du groupe, c'était de demander à la CNAM, de créer une lettre clé d'échographie clinique ciblée. C'est-à-dire que, comme on faisait, l'électrocardiogramme et le frottis et puis bon, qu'on ait une lettre clé G plus échographie clinique ciblée. La CNAM nous avait dit à l'époque, pourquoi pas, on va demander quelle est la plus-value de cet acte à la Haute Autorité de Santé. On n'a pas été déçus. Ils ont dit qu'en fait, ils pouvaient pas conclure, s'il y avait un intérêt quelconque à rajouter l'échographie à la clinique. Et ils nous ont demandé de faire des études, enfin, en nous disant: «On va vous aider, on va vous aider». Et puis finalement, pour l'instant, on n'a pas eu trop l'aide, promise. Donc on attend. Si la HAS nous entend, on attend l'aide. En attendant, donc il y a un d'entre nous dit: «Et si on crée une société savante?» Et donc nous avons créé une société savante en médecine générale, avec plusieurs, objectifs. Donc le 1er objectif, c'était d'encourager la recherche puisque justement, la HAS disait qu'il y avait pas assez de recherche en France, en tout cas, pour l'échographie clinique ciblée. Donc la SNECO, son objectif, c'est d'encourager la recherche. C'est de promouvoir la formation et donc on met à disposition moyennant, un petit retour, c'est-à-dire, moyennant la présentation de la SNECO, aux diverses, facultés, on met à disposition tout ce qu'on a mis sur le site de la SNECO aux facultés qui veulent utiliser nos ressources. Simplement, ils ont 2 diapos à montrer en disant que ça vient de nous et qu'on est super et qu'il faut adhérer. On va définir des champs d'application de l'échographie en médecine générale. On va essayer de créer un corpus de compétences et on va, promouvoir l'échographie en médecine générale et la médecine générale, en général.
Voilà, ça c'est nos objectifs. Donc pour l'instant, on a un site internet sur lequel il y a déjà des ressources, il y a des fiches pratiques, il y a des boucles de vidéos, qu'on a faites De et très belles qu'on a iconos, ouais, mises. tout à fait. Et puis on a plein d'idées, mais pour l'instant on n'est que 7 ou 8, donc on va avoir notre première assemblée générale vraie en octobre. Et donc on espère que parmi les adhérents, il y en aura qui voudront se joindre au projet, parce que ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des groupes de travail pour faire certaines choses, parce que des idées, on n'en manque pas. Mais par contre, on est tous en exercice. Alors c'est bien parce qu'on vient d'horizons très différents, on a des âges différents. Alors moi, j'ai été promue présidente parce que voilà. Mais il y a des universitaires qui sont bien plus calés que moi en recherche, etc. Enfin, vraiment, c'est un groupe extraordinaire, vraiment. Je suis extrêmement fière de faire partie de ce groupe-là, avec des gens qui sont d'une bienveillance les uns envers les autres. Enfin, vraiment, c'est la SNECO, c'est un bonheur. Je suis ravie de. Ah ouais, non, vraiment, c'est Fantastique, un ça fait chouette plaisir groupe. à entendre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le site est très beau en plus et puis vous avez plein de super projets. Donc Le site est fait la par un de nos membres qui s'appelle Dragos Paul Agiu et qui est un médecin généraliste de Saint-Étienne et qui fait ça à temps perdu, mais il fait des millions de choses et il est formidable, ce garçon aussi. Ouais. Non, il y a une magnifique équipe. donc Je suis bien co entourée. tu peux nous rappeler l'adresse de ton site? Sneco-mg.fr, je crois. OK, je le mettrai dans les ressources de l'épisode. Donc le but de la SNECO-MG, c'est de favoriser le développement de la pratique de l'échographie en médecine générale. C'est ça. Parfait, allez y faire un tour, c'est vraiment un très beau site. Il y a beaucoup de ressources qui sont hyper intéressantes. Et il y a beaucoup Isabelle, d'humour aussi parce qu'on a voilà, faut aimer l'humour échographiste, mais on a essayé d'y mettre un peu d'humour. c'est un humour De particulier? Qu'est-ce que faire l'humour échographiste? Ouais, je sais pas, mais c'est, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, c'est, Pas un mal. truc que j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est pas mal, j'aime beaucoup cette maxime. Isabelle, on va arriver à la fin de l'épisode. J'ai 2 petites questions à te poser avant de te laisser partir. Est-ce que tu peux me dire comment tu vois l'évolution de l'échographie dans les cabinets médecine générale dans ces prochaines années? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être amené à se développer, peut-être grâce aux études macroéconomiques dont tu me parlais, où on va réussir à prouver qu'il y a un intérêt, il y a une efficience à poursuivre l'examen clinique par une échographie clinique ciblée et qu'il y a un avantage de santé, voire même économique pour le patient. Et donc, on va peut-être favoriser ce développement-là. Peut-être que ça va être tout l'inverse, que les tutelles et les instances vont décider de couper l'herbe sur le pied des médecins généralistes échographistes en disant que leurs examens sont pas bons, qu'ils doivent être reconfirmés par des gens plus spécialistes, et puis on va nous empêcher de faire ça. Je vois bien que tu n'as pas de boule de cristal, enfin en tout cas je ne l'ai pas vu derrière toi, mais comment tu vois l'avenir de cet écho en médecine générale? Très bien. Je le vois je le vois, j'arrive à voir quand même. Hem, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça rentre en FMI et que, à partir du moment où ça rentre dans la formation initiale, ils pourront pas faire autrement. La HAS peut faire ce qu'elle veut, peut dire qu'il y a pas d'études en France. Il y a plein d'autres études dans plein d'autres pays. On va en faire des études en France, ça prendra le temps que ça prendra, mais il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point c'est utile en médecine générale. Donc je pense que ça, il y a pas de raison. Pour les jeunes médecins, en tout cas, je pense que ceux qui vont sortir dans les années qui viennent, comme ils auront fait de l'échographie aux urgences, en gynéco, en médecine générale, dans certains cabinets qui sont équipés, etc. Je pense qu'il y aura pas photo. Après, pour les médecins plus anciens, il y a une citation que j'aime bien d'un gars qui s'appelle John Maynard Keynes, je crois, qui est un économiste du 19e siècle. C'est pas tout nouveau, qui disait que la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais c'est d'échapper aux idées anciennes. Le problème, c'est que si je te montre un outil qui me paraît fabuleux, mais pour l'instant, toi, tu arrives très bien à faire ton métier sans cet outil-là.
Tu vas te dire: «Ça me sert pas à grand chose cet outil-là, j'en ai pas besoin. Moi, je fais déjà très bien mon métier sans cet outil-là». Il y en a qui font de la médecine générale sans électrocardiogramme, sans spiromètre, sans voilà. Pourquoi est-ce que cet outil-là particulièrement? Pourquoi l'échographie? Pourquoi voilà. Donc forcément, il y a des médecins qui vont pas adhérer. Mais comme les jeunes vont arriver et qui seront formés, initialement, je pense qu'il y aura pas voilà. Par ailleurs, il faut savoir aussi que les machines, je pense, vont coûter de moins en moins cher Mmh. et avec des performances de plus en plus grandes. Je pense par exemple alors évidemment je vais pas me souvenir du nom parce que je ne m'en souviens jamais, mais c'est ce qui permet aux gastroentérologues de voir la dureté du foie, Ah oui, c'est l'élastométrie, le Sharewave et l'élastométrie. tout ça. Voilà. L'élastométrie, moi quand je vais dans des congrès et cetera, je vois que l'élastométrie, elle est utilisée pour plein de trucs. Alors maintenant, Mmh, elle est mmh, mmh, utilisée pour le foie, bien sûr, elle est utilisée pour la thyroïde, mais elle va être utilisée pour le poumon, la plèvre, enfin, donc on va et ça va rentrer bientôt. Il y aura dans les 5 ans qui viennent, je suis sûre qu'il y aura pas un échographe qui sortira sans faire de l'élastographie à l'intérieur. Donc il va falloir se former aussi à l'élastographie mais je pense que ça va il n'y a pas de raison qu'on revienne en arrière. Enfin, là, Heineck, quand il a inventé son stéthoscope, je pense qu'il s'est heurté aux mêmes choses. Il y a des mmh, gens qui ont dit: mmh, «Mais mmh. écoute, C'est j'entends c'est très vrai. bien avec mon oreille, je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un appareil». Puis ça a fini par prouver sa valeur. Bah, là, c'est pareil. Je trouve qu'on est même assez en retard. Alors, c'est rigolo parce que l'échographie, au départ, a été, pionnière en France, hein. L'échographie a été inventée par des Français, au départ. Il faut savoir que dans les sondes, on a des cristaux piézoélectriques, que la piézoélectricité a été inventée par Pierre, et Jacques Curie, qui sont les enfants de Pierre et Marie Curie. Donc, si on a des échographes, c'est grâce à la France. Si on a des petits échographes, c'est grâce aux Américains, mais si on a des échographes, c'est grâce aux Français. Donc, je pense on a pris du retard, mais on va le rattraper. Je Très bien. Pour finir, Isabelle, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à un médecin généraliste qui hésite à se former à l'échographie? Et ben, qu'il aille faire une formation à l'initiation de 2 jours, ça mange pas de pain, qu'il le fasse en DPC, comme ça il sera payé et puis et puis il verra si c'est fait pour lui ou non. Non, mais voilà, qui comme ça il perdra pas du temps, il perdra pas d'argent et Tout il à verra fait, si c'est un très c'est bon fait pour lui conseil. ou non. Parce que je pense que quand on sort de ces 2 jours-là, ou on a la fibre ou on l'a pas et puis des fois on l'a, mais plus tard. On se dit: «C'est pas pour tout de suite», voilà, il faut enfin, c'est pas parce que moi je pense que c'est un outil fabuleux que c'est fait pour tout le monde. Moi, il y a des gens, que je connais qui font de la très, très bonne médecine, qui auront jamais d'échographe et ben, c'est bien aussi, quoi. Il en faut pour tout le monde. Chacun a sa façon de pratiquer, voilà. Moi, ce que je voudrais demander, c'est à l'ANDPC de remettre des formations à l'échographie parce que l'ANDPC, déjà qu'elle nous a réduit beaucoup, beaucoup le nombre de journées, elle est drastique sur les choix et en fait, elle a des préférences sur des thèmes qui sont l'hypertension, le diabète et cetera. Enfin, il y a un moment où, il y en a marre de se former sur l'hypertension, le diabète, C'est vrai, il y a que ça, ouais. ouais. Bon, ça, c'était mon petit Hem, message. mais peut-être qu'il nous écoute, sait-on jamais? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose dont on aurait oublié de parler sur ce podcast? Non, je pense que c'est un chouette outil et que c'est bien de voir ce que ça donne. Voilà, de le prendre en main, voir si c'est fait pour soi ou non. Moi je me régale, hein, mais Super, moi je rajoute d'aller voir le site de la SN Écho-MG et de vous procurer le super livre qui est déjà à la 3e édition Échographie en médecine générale d'Isabelle Cibois-Honora, qui m'a personnellement appris beaucoup de trucs et dont j'ai vachement apprécié le ton très, amical de ce bouquin. Merci infiniment Isabelle. de rien, merci à toi. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!